Afrique Challenge, l'Afrique qui ose. Allô, allô, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur le leadership féminin. Donc avec vous aujourd'hui, Abdoulaye Dia, je suis responsable développement des ventes du groupe l'Afrique qui ose. Donc on va commencer par un petit test technique. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre, si vous m'entendez bien déjà. Si c'est le cas, si vous pouvez me faire un petit feedback pour me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien ma caméra. Voilà, je vois des messages arriver sur le chat. Parfait. OK. Très bien. Bon, on peut démarrer alors. Super. Donc, encore une fois, je vous remercie de vous être connectés, donc de vous être joints à cette conférence que nous organisons pour cette journée du 8 mars, donc une journée internationale de commémoration des droits de la femme. Et donc, aujourd'hui, nous allons passer ensemble une bonne heure, voire une heure et demie, pour échanger sur une thématique d'actualité et donc sur un concept récent encore, le leadership féminin, qui sera présenté par notre éminent expert, M. Alun Gueye, qui est le PDG du groupe, mais qui est également un conférencier de renommée internationale sur le leadership et sur la transformation, qui nous a fait aujourd'hui l'honneur de présenter, de développer ce thème très intéressant pour cette journée internationale des droits de la femme. Donc, alors, juste avant de démarrer, vous pouvez interagir tout au long de la présentation à travers le chat en envoyant vos questions et en partageant également donc, vos réactions. Et bien entendu, au terme de la présentation de M. Gueye, nous allons accorder un temps de débat pour poser les questions et les réponses. Et les personnes qui le souhaiteront à ce moment-là prendront la parole pour qu'on puisse échanger et sortir de cette séance enrichie et transformée. Voilà. Donc, je tiens quand même à rappeler que pour le 8 mars, bon, au-delà des cadeaux habituels que nous avons l'habitude de faire à travers les fleurs, les chocolats ou les tissus pour certains, les pagnes, donc nous avons souhaité cette année en tout cas montrer la vraie valeur que nous accordons au personnel féminin, aussi bien dans notre entreprise que dans le cadre de la collaboration que nous avons avec nos différents partenaires. Donc, nous avons tenu à aller au-delà de cette logique de célébration ou de cette logique mercantile pour vraiment rendre hommage au personnel féminin, donc valoriser son rôle et son impact quotidien au sein de nos différentes structures, aussi bien sur le plan professionnel que social. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi ce thème, très avant-gardiste d'ailleurs, le leadership féminin, qui est un concept récent et qui peut s'avérer très, très, très différent de celui de l'homme. Et donc, aujourd'hui, le but de cette conférence, c'est de partager et donc de révéler les secrets qui font que les femmes réussissent à certains postes de responsabilité et arrivent à influencer, à impacter nos différentes organisations, et ce, dans un environnement qui est encore très, très lourd en préjugés, où malheureusement, je vais le dire, je vais avoir le courage de le dire et de l'affirmer, aujourd'hui, le positionnement, on va dire, de l'homme est un peu plus mis en avant que celui de la femme. Donc, pour le coup, je vais passer la parole à notre conférencier du jour, M. Alun Gueye. Donc, si vous êtes prêts pour pouvoir démarrer le débat ou la présentation. Voilà, M. Gueye, vous m'entendez? Je vais vous donner la parole. Bonjour. Bonjour, M. Gueye. Voilà. Je crois que c'est bon. Bonjour. Ouais, je vous entends Le bien. son est Voilà. bon pour vous? Le son est bon, l'image Parfait. aussi. Super. Donc, à vous. Alors, maintenant pour partager, tac, tac, tac. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet échange qu'on veut bien entendu interactif, mais on l'espère
également profitable pour toutes celles et ceux qui prennent un peu de temps. On va tâcher sur 1 heure de faire un peu le tour de cette question, avec le souci de contextualiser la question du leadership féminin sur le continent. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que le 8 mars est un excellent prétexte, mais je pense qu'il y a une dimension un peu effet de mode. Je crois que effet de mode dont on veut un peu se départir pour vraiment aborder la question du leadership féminin, parce que c'est un sujet aujourd'hui important, et on va voir les conditions, le contexte qui impose, je dirais, de l'intégrer véritablement dans nos pratiques, dans nos façons de faire, et de partager avec, bien entendu, l'ensemble de celles et ceux qui nous suivent. Alors, Abdoulaye, si je peux avoir la possibilité de partager l'écran, donc juste sur une map, ça sera juste un peu pour avoir un fil conducteur de notre conversation. Et je crois que ce sera plus facile pour les uns et les autres de suivre. Donc, si je peux avoir la main pour partager l'écran. C'est bon, normalement. Je viens de vous donner la main. Ah, je ne vois pas. Tac, tac, tac. Je ne vois pas encore. Voilà, écran partagé, c'est bon. C'est bon. Donc, tac. Je ne sais pas si vous le voyez, si c'est bon. Pas encore. Là, c'est bon? Non, pas encore. Not yet. Alors, toc, toc, toc. Là, je crois que ça devait être bon, non? Là, c'est bon? Oui, là c'est bon. Affirmatif. Yes. Parfait. C'est juste quelques idées phares pour pouvoir accompagner un peu le fil de notre conversation. Alors donc, très rapidement, donc, je disais un peu le contexte, disais-je, c'est bien sûr cette fête, et en tout cas, à nouveau, on souhaite à toutes nos sœurs, à nos mamans, à toutes ces femmes d'Afrique et d'ailleurs, une excellente fête, mais je crois que c'est un bon prétexte, comme vous le souleviez tout à l'heure, pour réfléchir un peu sur la notion de leadership féminin et de la contextualiser par rapport aux réalités du continent, au-delà des slogans et des prêts à penser qui peuvent être importés. Le contexte, donc, bien sûr, aujourd'hui, le continent compte, le monde compte plus de la moitié de sa population comporte des femmes. Sur le continent, c'est vrai que on a énormément d'entrepreneurs en particulier. Aujourd'hui, on sait que quasiment la moitié des entreprises, près de la moitié des entreprises appartiennent à des femmes, même si seulement 1/5 parmi elles est scolarisé. Le deuxième point, le contexte, il y a un contexte de genre, de développement inclusif, etc. Je pense qu'il monte en tout cas en importance, et qui fait que de plus en plus on comprend que compte tenu des SDG, donc des fameux objectifs
mondiaux qu'on ne peut laisser personne sur le talus. Donc, bien entendu, il y a une sensibilité encore plus marquée à intégrer l'ensemble des strates de la population. Et puis le troisième point, je pense que la crise a parfaitement la crise dans laquelle nous sommes encore, parce que nous n'en sommes pas sortis, même si on l'espère, avec le plan de vaccination, on espère que le plus dur est derrière nous, mais qui a marqué une accélération extrêmement importante du digital et en même temps a révélé les vulnérabilités des pays, des régions, des personnes qui étaient le moins, entre guillemets, entrées dans ce monde du digital et de la transformation digitale. J'aurais 3 messages pour moi autour desquels va tourner donc cet échange et puis après on pourra partager. Je crois qu'il y a un premier point, c'est la question de la réappropriation culturelle du leadership, parce que à écouter, à lire beaucoup, tout ce qui se dit autour du leadership, on a l'impression un peu que voilà, c'est tout à fait nouveau sur le continent, que c'est un concept importé et que voilà, on devrait se mettre à l'apprendre, à le pratiquer, à se l'approprier. Pour nos femmes comme pour les autres d'ailleurs. Là, ce n'est pas qu'une question entre guillemets genrée, si je puis dire. Le deuxième message, c'est que de plus en plus, je pense qu'on se rend bien compte qu'on ne réussit pas seul. On ne peut plus réussir seul. En entreprise, dans une association, à l'échelle d'un pays, d'un territoire, quel qu'il soit, d'une organisation, quelle qu'elle puisse être également, ici comme ailleurs, on ne réussit plus seul. L'intelligence collective devient aujourd'hui une compétence importante et on verra le rôle que les femmes peuvent avoir dans cette intelligence collective. Le troisième pilier, le troisième message, je crois que c'est la question du digital. De plus en plus, on comprend que peut-être tous les jours, on n'a pas l'impression que les choses changent et puis arrive un point, entre guillemets, tout a changé. Et je crois que l'accélération du digital, sur ce plan, illustre parfaitement cette citation, eh bien, qui veut que aujourd'hui, de plus en plus, le digital fait partie de nos vies. On doit d'ailleurs veiller à faire en sorte qu'elle soit davantage un facilitateur, qu'elle ne fracture les territoires, les entreprises, parce qu'au final, nous restons des êtres sociaux et où, bien entendu, la relation humaine privilégiée et l'emporte sur tout le reste. Alors, des cas bien entendu, de femmes leaders, on les voit dans toutes les strates de la société, et ce n'est pas récent. Les femmes chefs d'État, comme Amina Bourri, qui a été la 6e présidente de Maurice, la présidente aujourd'hui de l'Éthiopie, la patronne de la Commission européenne, la présidente de la Nouvelle-Zélande, enfin, il y en a. On en voudrait plus, c'est évident, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, sans compter les reines qu'on a eues, les impératrices dans l'histoire de l'humanité. De plus en plus également, on voit aujourd'hui des femmes occuper toutes les positions de chefs d'entreprise dans des secteurs extrêmement variés. Elles sont porteuses de projets, de plus en plus entrepreneurs également, salariés avec cette responsabilité d'être cadre. Être leader, ce n'est pas forcément être devant. Dès lors que l'on a une équipe de 2, 3, 4 personnes quelque part, on est aussi un leader. Beaucoup qui sont aussi en transition de carrière, qui se cherchent, qui ont eu parfois des responsabilités très importantes et qui aujourd'hui ont envie de faire autre chose avec un souci, je dirais, d'impact. Donc, cette question de leadership au niveau féminin n'est pas quelque chose de nouveau, bien au contraire. Et encore plus sur notre continent, j'aurais à m'y étaler un peu plus.
Quand on parle de leader, je trouve qu'il y a un double sens. Alors là, pour le coup, que ce soit leader femme ou homme, il y a le double sens, à la fois le sens où le leader indique la direction et fixe le cap vers lequel on se dirige, mais également le sens, au sens quelle est la valeur, quelle est la signification de ce pourquoi nous essayons de nous mouvoir ou telle autre direction. Et je crois que pour synthétiser, si je devais simplifier, je dirais que c'est ça en fait le leader. C'est celui ou celle ou celui qui indique la direction dans laquelle il faut aller et qui, pour pouvoir engager celles et ceux qui suivent, de comprendre quelle est la signification, de pourquoi est-ce qu'il faut y aller. Et donc très clairement, ça veut dire que cette leader va inspirer, et donner envie aux autres de suivre. Elle va faire adhérer parce que forcément, sur le chemin, il peut y avoir des embûches. Ça ne passe pas tout à fait comme prévu, il peut y avoir des difficultés, c'est difficile, mais en cela, donc, le rôle du leader sera justement de recharger les batteries et de faire en sorte que les gens adhèrent. Elle ne le fait pas simplement pour elle, mais pour les autres. Et je crois que ça, c'est extrêmement important que les objectifs soient partagés et qu'on se les approprie. Le leader, c'est quelqu'un qui va se sacrifier. C'est une personne qui est généreuse. Ses sentiments personnels ne sont pas les plus importants. Il s'agit de faire réussir l'équipe. Et on se rend bien compte que dans les qualités qui font réussir, les qualités techniques ne seront peut-être pas les plus importantes, ce qu'on appelle les hard skills. Et c'est là où justement l'importance des soft skills va être essentielle dans la capacité d'avoir ce ressenti, donc cette dimension visionnaire, d'intégrer l'équipe, d'être précis dans les diagnostics et la balance des potentiels de la situation, dans l'engagement, dans la participation, dans la façon d'échanger, dans la communication, pour pouvoir transformer et transporter son équipe vers un résultat souhaité. Alors, en termes de piliers, vous l'aurez compris, il y en a 7 si je peux les résumer. Premier point, je crois que c'est important que le projet donne envie, qu'il soit inspirant. Je pense que la période dont nous sortons font que plus que jamais, la profondeur, la question du sens d'un projet aujourd'hui se pose. On voit tous les jours à la télévision ou ailleurs des cadres qui ont choisi à des moments donnés de passer à d'autres types d'activités parce qu'ils ont le sentiment que ce qu'ils faisaient ou ce qu'elles faisaient n'avait pas beaucoup de sens en termes d'impact. Je crois que la question du sens, la question de l'impact, plus que jamais, reviennent dans le haut des motivations. Et donc, c'est extrêmement important que le leader ait cette capacité d'inspirer et de démontrer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est important d'aller dans telle direction. C'est-à-dire de rendre demain visible aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la question de la sécurité. Il est important que le leader puisse sécuriser ceux qui sont embarqués avec lui, et en particulier dans le partage. Quand je dis dans le partage, c'est dans les échanges d'arguments, dans le fait que tout le monde soit valorisé, que chacun ait le droit à la parole, de pouvoir exprimer parfois un avis contraire. Et je crois que ça, c'est un des points. On comprendra pourquoi tout à l'heure la question, justement, leadership féminin a un avantage un peu distinctif sur cette question-là en particulier. La question de la compréhension, de bien comprendre qu'est-ce qui est en jeu, de manière à ne pas perdre le fil et comprendre quel est le cap vers lequel on veut se diriger. Un quatrième pilier du leadership, c'est la question de la responsabilité. De la responsabilité parce que
souvent, les projets sont des projets, dans la plupart des cas, pour qu'ils donnent envie de suivre, eh bien, il faut que ce soit des projets qui soient consistants. Encore une fois, qui aient du sens, qui aient un impact. Et donc, il y a une responsabilité qui est engagée et qui fait que on a besoin, sur ce plan, bien entendu, de donner une compréhension de ce pourquoi véritablement il faut atteindre cet objectif-là en termes de responsabilité, par exemple sociétale, pour le reste de la communauté. La confiance, parce qu'on a besoin d'être avec des personnes avec qui on est en confiance quand on conduit un projet, qu'on se côtoie régulièrement, voire tous les jours. Parfois, ce sont des projets qui sont conduits dans des situations qui peuvent être dangereuses, avec des risques parfois de mort. Aujourd'hui, lancer une navette comme ce qu'on voit dans l'espace, creuser des nouveaux forages sont des projets qui demandent du leadership, mais où il y a une question de confiance que celui qui est avec moi, je puisse compter sur lui pour qu'on puisse atteindre ensemble notre objectif. La reconnaissance, et cette reconnaissance, elle ne vient pas simplement en fin de programme ou de réalisation du projet qu'on a défini ensemble, mais c'est une reconnaissance un peu de tous les jours aussi, notamment quand il y a des petites victoires, comme l'on dit. C'est important de pouvoir reconnaître cela parce que c'est le carburant aussi de la motivation pour pouvoir aller plus loin dans la réalisation des objectifs et du projet commun. Le sentiment d'appartenance, ça c'est important, de donner vraiment cette conviction que aujourd'hui ces différents intervenants, qui sont partie prenante donc du projet, eh bien sentent qu'ils sont dans le projet, qu'ils sont reconnus comme tels. Et donc, ça devient une espèce de cri de ralliement, de faire partie de la famille et d'être fier du succès que l'on réussit ensemble. Alors, je disais tout à l'heure que un des enjeux du leadership féminin, en particulier sur le continent, c'est le sujet de l'intelligence collective. Parce qu'encore une fois, il n'est pas possible, il est de moins en moins possible, on ne peut pas réussir seul. Et par conséquent, donc, il est fondamental de pouvoir, sur ce plan, mobiliser l'ensemble des intelligences. Pour faire court, quand on parle d'intelligence collective, c'est pour dire que personne n'est plus intelligent que tout le monde à la fois. Personne, aussi brillant soit-il, n'est plus intelligent que tout le monde à la fois. La complexité des problèmes à adresser, la variété des sujets, la variété des expertises demandées est telle qu'il n'est pas possible aujourd'hui que quelqu'un soit plus intelligent que tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est important, de plus en plus, quels que soient les projets, d'amener et d'embarquer les différentes intelligences, aussi variées soient-ils. Et c'est pour ça que, de plus en plus, on parle aussi d'intelligence collective. D'intelligence collective pour dire également, pardon. Ah d'accord, ok. C'est ça? Ok, parfait, c'est bon. Excusez-moi, donc juste petit bug technique c'était juste pour admettre certains qui étaient encore, en salle d'attente, donc qui viennent de nous rejoindre, on leur souhaite la bienvenue. Très rapidement, on a repris, juste pour les mettre au même niveau d'information, un peu quel est le contexte, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de leadership féminin, pourquoi est-ce qu'il est important de parler de cela sur le continent.
On a passé 3 messages clés que je suis en train qu'on va détailler, en rappelant que la notion de leadership, notamment sur le continent, n'est pas un phénomène nouveau, bien au contraire, mais qu'aujourd'hui, elle a une résonance particulière et nous sommes en train justement d'expliquer, d'entrer un peu plus dans le détail de pourquoi est-ce que ce leadership féminin aujourd'hui fait davantage résonance plus que par ailleurs. J'en étais donc après avoir défini un peu les 7 piliers du leadership classique, hein, tout le monde connaît, d'aller déjà sur la question de l'intelligence collective, parce que comme je le rappelle, l'intelligence du groupe est aujourd'hui supérieure à l'intelligence de l'ensemble des personnes qui en sont partie prenante. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, on intègre des sensibilités, une variété de compétences, d'intelligence. La question du genre, bien entendu, est fondamentale. La diversité est là un critère de réussite. Et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure qu'en matière d'intelligence collective, justement, un des enjeux, c'est le fait que entre guillemets, on cherche à intégrer ce qu'on appelle l'ensemble des intelligences multiples, comme Howard Gardner les définit, parce que malheureusement, trop souvent, l'école a eu plutôt tendance à privilégier les intelligences arithmético-mathématiques, comme si l'intelligence musicale n'avait pas de sens, comme si l'intelligence émotionnelle ne comptait pas, comme si l'intelligence artistique ne comptait pas. C'est autant d'intelligence qui compte et que l'on doit intégrer. Donc, plus on a de diversité dans un groupe, plus on a d'intelligence. Alors, pourquoi j'ai évoqué cette question de l'intelligence collective? Parce qu'elle est fondamentale, bien entendu, en termes de leadership. La choisir les talents qui vont l'accompagner. Le maximum, je dirais, c'est un critère extrêmement important. Et là, je vous révèle les résultats d'une enquête qui s'appelle Aristote, qui a été faite par le groupe Google, justement pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui donnait à certains groupes une, entre guillemets, intelligence supérieure. Et je trouve que les résultats sont extrêmement intéressants. Pour le faire court, que ça. Oui, la bienveillance. Le fait que on donne la possibilité aux uns et aux autres, quelles que soient leurs idées, de les exprimer en étant en sécurité et sans que ça ait d'impact négatif, entre guillemets, sur leur carrière ou sur le déroulement de leur vie en entreprise. Et je crois que ça, c'est un point essentiel. Par ailleurs, cette enquête a aussi révélé que l'intelligence d'un groupe n'est pas déterminée par le degré et des intelligences individuelles, mais par la sensibilité aux autres. Je crois que ça aussi, c'est un autre élément extrêmement important, la sensibilité aux autres et l'équité dans la prise de parole. Et c'est pour ça que on comprend tout de suite la phrase qui vient après, un groupe est d'autant plus intelligent qu'il comporte de femmes. Alors pourquoi, vous me direz-vous? Mais parce que tout simplement, en général, les femmes ont moins de comportement d'ego. La question de l'ego. Moi, il faut désactiver ce son à côté complètement à gauche. Ils font bord écran. Ci ngay mën a dégg. Da ngay xool ci suufu écran bi di nga gis désactiver son boo ko désactiver après di nga dégg.
Également, c'est dans la qualité de l'écoute, dans la qualité de l'écoute, parce que avant de parler, il faut bien écouter. Et sur ce plan, peut-être que les hommes ont tendance à être peut-être plus bavards, encore une fois, portés par leur ego et parfois à s'écouter parler au détriment des femmes qui, sur ce plan, au moins peut-être se travers sans que ce soit un jugement de valeur négative. Donc, voilà, ce que nous révèle très, je ne vais pas reprendre les détails de l'enquête, ce n'est pas l'objet de notre échange, mais je trouve que dans le lien intelligence collective leadership, ce que nous révèle déjà cette enquête, c'est que la bienveillance est un point essentiel, la sécurité dans un groupe, et donc c'est le leader qui a vocation à cela. C'est l'idée également que aujourd'hui, dans l'équité, dans la prise de responsabilité, la diversité de tout ce qui constitue le groupe, il est important on tient compte de la dimension féminine du groupe. Et quand la femme est un leader, il y a plus de chances que la parole soit équitablement distribuée, qu'il y ait une écoute plus attentive de l'ensemble des contributions des uns et des autres, et également de cette prise en compte dans la décision finale. Et bien entendu, il va sans dire que, en termes d'appartenance, qui constitue le 7e pilier que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, c'est vrai que sur ce plan, il y a un plus grand sentiment d'appartenance quand qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, mais quand on est dans un groupe et que on a la conviction que ce que l'on dit est pris en compte, que ce soit accepté ou pas, que ce soit mis en œuvre ou pas, mais en tout cas que j'ai eu l'occasion de parler, de m'exprimer, on m'a écouté, on m'a convaincu peut-être que mon idée n'est peut-être pas la meilleure, ou alors on m'a convaincu et on a adopté l'idée en question. Ce sont autant d'éléments qui participent aussi à l'appartenance au groupe. Et je crois que c'est un point important. Donc, intelligence collective est un point essentiel. Le deuxième volet que je voulais aborder après l'intelligence collective, c'est la question de l'appropriation. Encore une fois, effectivement, à l'occasion d'une date comme celle-ci, qui est une date mondiale, à regarder les annonces, les conférences, les groupes qui se créent, etc., on a l'impression que voilà, le leadership n'existait pas, le continent était un désert en matière de leadership et que voilà, donc on est en train de voilà, de découvrir ce que veut dire le leadership. Allô? J'ai l'impression que je suis pas. C'est bon? Je ne sais pas si le son est toujours bon. Le son est bon, oui? Oui? Oui, c'est bon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Oui? OK. Donc, je continue alors. Ah. Monsieur Gay, vous êtes en mute, on ne vous entend plus. Et on a perdu aussi votre présentation. Voilà.
Voilà. On dirait qu'on a eu un petit bug. Là, c'est bon? C'est bon? Je ne sais pas si le son est bon pour tout le monde. Parfait, je vois, oui, oui. OK, good. Donc, c'est parfait. Sorry pour ce petit bug technique. Donc, je reviens sur l'appropriation. Donc, je disais, il me semble un sujet important parce qu'encore une fois, on a comme l'impression qu'on découvre le leadership et en particulier le leadership féminin parce que, bien entendu, beaucoup d'organisations, notamment internationales, se sont emparées de la question du genre, du leadership, etc., de cette notion de société inclusive, même si, bien entendu, on n'est pas hors du monde. Et effectivement, ces objectifs globaux au niveau des autres, tout comme les autres continents. Mais je crois que c'est important de rappeler que ce n'est pas nouveau en Afrique, et pour cause. L'essentiel des pays du continent sont des pays qui sont majoritairement des sociétés matriarcales. Et comme vous le savez, dans les sociétés matriarcales, très souvent, ce n'est pas que les femmes dirigent, hein, ce n'est pas cela, mais c'est que leur rôle est extrêmement important. On a vu un peu des rôles. Il y a très souvent, les femmes sont des entrepreneurs. On voit dans des sociétés matriarcales où quand une jeune femme se marie, le mari vient habiter dans la maison de la femme. C'est important de rétablir certaines vérités et de nous réapproprier aussi notre histoire. Il était important d'en finir, entre guillemets, avec les prêts à penser importés, la nécessité de se réapproprier le leadership sur notre continent et qu'est-ce que ça signifie, continent. Ce n'est pas forcément d'être dans des logiques, entre guillemets, revendicatives, parce qu'aujourd'hui, les femmes occupent tout type de position. Tout le monde sait que, par exemple, quand vous avez un pays tel que le Rwanda, vous avez aujourd'hui plus de femmes députées que dans tous nos pays, les ministres, etc. C'est vrai, peut-être encore enfermé dans l'idée une femme d'occuper des positions, des postes qui soient un peu dans le prolongement naturel de son rôle de mère, de sœur, d'épouse, etc. Et d'être peu, il écoute beaucoup, chacun a droit à la parole, mais régulièrement, ce que l'on entend, c'est « retournez à vos femmes, demain l'on décide ». C'est parce que l'on sait le poids extrêmement important de la femme qui donnera un peu son point de vue, qui pourra en parler à bâton rompu, mais ne fera pas perdre la face à son mari ou à son frère en plein public, parce que ce n'est pas dans la culture, c'est une question de culture aussi. Et ça, ce n'est pas, je pense, c'est pas quelque chose qui est ni dégradant, ni rétrograde. C'est une donnée culturelle. Et je crois que c'est important que vive le leadership en étant bien ancré dans nos réalités et dans nos valeurs culturelles. Sur ce plan-là, je crois que c'est aux femmes donc d'inventer le type de leadership qu'elles veulent aujourd'hui porter et incarner. Il y a même pas 2 semaines, on a vu Ngozi, qui est aujourd'hui la patronne au niveau mondial de l'OMC. Et quand on le voit, je crois que c'est un motif de fierté pour beaucoup d'Africaines, parce que c'est une des femmes plus influentes du monde, avec un parcours tout à fait exceptionnel, mais qui, on l'a vu prendre fonction, arrive, entre guillemets, au siège de l'OMC en tenue traditionnelle,
mais viendra avec sa marque. Et je suis sûr, elle viendra également avec son africanité. Elle ne laisse pas son africanité à la porte de l'OMC quand elle l'ouvre, je dirais, quand elle rentre et qu'elle prend position de son nouveau poste à la tête de cette organisation mondiale. Donc, je crois que cette question de l'appropriation, elle est extrêmement importante en étant en phase avec les valeurs qui fondent nos sociétés et qui en sont l'équilibre. Parce qu'on le sait bien, encore une fois, ce sont les femmes qui éduquent à la maison. L'école apporte l'instruction, mais ce sont les femmes qui transmettent les valeurs et qui éduquent. Et dans le leadership, bien entendu, la question de la transmission est tellement fondamentale. Je voudrais terminer avant d'amener la conversation sur le troisième sujet, qui est celui du digital. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on comprend que le digital, bien entendu, est un formidable accélérateur. Et l'opportunité qu'elle couvre le digital, c'est le fait que le continent est plutôt en avance en termes d'équipement, principalement en smartphone, peut-être pas en ordinateur, etc. Mais souvent, les smartphones, compte tenu de la taille de l'écran, suffisent à faire des transferts, à acheter, à payer, etc. Et tout le monde sait que sur ce plan, le continent était déjà en avance. On a vu des services comme M-Pesa aujourd'hui qui sont emblématiques et qui ont connu un très, très grand succès et qui ont permis de dépasser le fait qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en introduction, tout en étant propriétaire de quasiment la moitié des entreprises à travers le monde, la population des femmes était bancarisée seulement à 20%. Donc, c'est pour dire que l'accès au financement, l'accès à la banque est un handicap certain. Et pour ça, donc, on a vu cette ingéniosité, cette détermination à surmonter ce handicap via justement tout ce qui est money banking, etc. Et je crois que c'est une invitation, plus qu'un élément de leadership, une invitation je dirais, à s'approprier davantage tous les avantages qu'offre toute la palette aujourd'hui qu'offre le digital. Et en même temps, c'est une invitation à intéresser davantage les petites filles sur le continent, à s'intéresser au coding, à s'intéresser aux sciences, à s'intéresser aux mathématiques, parce qu'il nous faut développer aujourd'hui des vocations de jeunes scientifiques parmi les filles. Et on le voit très bien quand on regarde aujourd'hui les classements PISA, quand on regarde le bac en fin d'année, les filles souvent l'emportent dans les écoles d'ingénieurs, les filles souvent sont meilleures en sciences. Donc, sur ce plan-là, malheureusement, beaucoup prisonnières de ce qu'on appelle des croyances limitantes qu'elles ne seront pas capables de. C'est une grave erreur parce que justement, elles réussissent plutôt très bien dans les sciences. Donc, c'est aussi comment faire pour davantage inciter les petites filles à s'intéresser aux sciences et à s'investir dans des carrières scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, ce dont le continent a besoin, c'est d'innovation, on le sait. Pas forcément d'innovation copier-coller de ce qui s'est fait sur d'autres continents. On est en compétition avec personne. Chaque pays, chaque région, chaque continent a son propre cheminement. Mais je crois que sur le continent, c'est un cheminement qui se fera, bien entendu, par les sciences, qui se fera de manière peut-être plus frugale, parce qu'on a moins d'argent, moins de ressources, le marché financier est moins mature que ce qui existe par ailleurs. Mais en même temps, la question du sens, elle est très importante. Je parlais d'intelligence collective tout à l'heure. Aujourd'hui, la société africaine par elle-même est d'abord une société du groupe et non pas une société de l'individu. Donc, c'est une invitation à ce que vous intéressiez davantage vos filles, vos nièces, vos cousines aux sciences, parce que une des solutions aux questions du développement,
partant du leadership féminin qui doit jouer sa pleine part dans l'avènement de cette transformation de notre continent passe par la science, par l'innovation. Regardez, voilà un élément aujourd'hui, on parle des vaccins certains s'émeuvent de ce que quelque part il y a une espèce de ségrégation entre guillemets entre les pays plus riches et le continent. Mais sur l'ensemble du continent, nous n'avons créé aucun vaccin. Donc, quelque part, nous sommes tributaires, nous dépendons, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, de ceux qui produisent ces vaccins aux États-Unis, en Europe, en Asie. Voilà. Et sur ce plan, c'est d'abord une question de science, de recherche-développement, de vitesse de transformation pour faire de cette recherche un produit qui s'appelle un vaccin en l'occurrence. Et sur ce plan-là, nous avons effectivement beaucoup de retard. Et c'est en cela qu'on ne peut pas se permettre de faire l'économie de la moitié de notre population qui est constituée de femmes. Donc voilà, très rapidement, je crois que j'avais 15-20 minutes, j'ai peut-être débordé Abdoulaye, mais c'est aussi pour pouvoir que nous puissions avoir donc l'échange avec ceux qui nous font l'amitié de partager, en renouvelant encore plein succès à toutes ces femmes africaines qui nous regardent d'ici ou d'ailleurs et à qui on souhaite beaucoup de succès, d'épanouissement dans leur vie personnelle, dans leur métier, dans leurs activités, quelles qu'elles puissent être. Voilà, merci beaucoup, Abdoulaye. Abdoulaye, you have the floor. Je ne sais pas si Abdoulaye est connecté. Je n'entends pas Abdoulaye. Tac, tac, tac. Allô? Voilà. Abdoulaye, c'est bon, je vous revois. Allô, allô? Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Parfait. OK, très bien. Merci beaucoup, M. Gueye, pour cette présentation très riche. J'espère que vous vous êtes régalé au même titre que moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer en termes de positionnement. Et je pense qu'il est utile de temps à autre, pour ne pas dire tout le temps, de rappeler donc ce rôle que les femmes peuvent jouer aujourd'hui dans nos structures et dans nos organismes et leur permettre justement de pouvoir assumer pleinement ce rôle pour aussi bien on va dire la performance et la bonne marche de l'entreprise, mais également pour que les gens puissent s'épanouir dans leur quotidien, dans leurs fonctions, et qu'on puisse, en intelligence collective, encore une fois, tous ensemble, pousser l'entreprise vers la performance. Voilà, donc on va tout de suite passer à la séance de questions-réponses. Il y a eu beaucoup de réactions en parallèle sur le chat, donc des questions aussi qui nous ont été adressées. Donc, Monsieur Guy, je vais vous les adresser d'abord dans un premier temps et après on ouvrira les micros pour que les différents participants qui souhaitent prendre la parole puissent s'exprimer, partager leurs ressentis et poser également leurs questions. Donc, on va commencer par Madame Siham Shafak, bien entendu. Vous allez prendre la parole tout de suite après. Donc, je commence juste par une question qui a été posée sur le chat lors de la présentation, Monsieur Guy. La question est de savoir quels sont les obstacles auxquels les femmes peuvent être confrontées dans l'exercice de leur leadership. C'est peut-être déjà un des entre guillemets, comment appeler ça, les fameuses croyances limitantes. Quelles qu'il peut y avoir. Tout le monde a vécu des situations dans lesquelles, quand vous arrivez dans une organisation et que vous voyez un homme et une femme, on a plutôt, qu'on vous présente comme la direction, mais on a plutôt tendance à aller vers l'homme en disant « Monsieur le directeur général, bonjour », alors qu'en fait, c'est peut-être la femme qui est directrice générale.
ces a priori qui sont parfois qui sont parfois pris pour acquis, alors qu'en réalité, ça change beaucoup et de plus en plus, nous voyons des femmes dans toutes les strates de la société qui occupent des fonctions tout aussi importantes que les hommes, même si comparativement à leur place dans la société sur le plan nombre, malheureusement, elles devraient être encore plus nombreuses, je dirais, à occuper des positions importantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la généralisation de l'accès à l'éducation dans l'ensemble de nos pays augure, je dirais, de changements très sensibles. Déjà, on le voit quand on regarde les universités africaines, on voit bien une plus forte représentativité des femmes. Et donc, je crois que sur ce plan-là, je crois que cela va changer, ça va rentrer un peu plus, je dirais, ça va rentrer un peu plus dans les mœurs. Je n'entends pas la deuxième question. Alors, c'est vrai que la confiance en soi. En fait, ça rejoint un peu la question des croyances limitantes. Été habitué à être valorisé, tout le monde n'a pas un tempérament, entre guillemets, à se mettre devant, à accepter je dirais, de prendre l'initiative, de prendre la parole, etc. Sans compter également que dans certaines de nos sociétés, la femme n'est pas forcément habituée à parler, je dirais, à haute voix, etc., notamment quand on est en public. Il y a un ensemble, pour des raisons à la fois culturelles, traditionnelles, si je peux dire, des situations un peu qui limitent, parce que c'est aussi un exercice, à force de le faire, qu'on prend justement, qu'on gagne confiance. Mais plus naturellement, quand on voit des gens parler à la télévision, à la radio, dans les conférences, on pense que c'est inné. Certains ont un talent, certainement, ont du charisme, c'est clair. Mais en réalité, beaucoup, c'est parce qu'ils l'ont travaillé. Ils l'ont fait sur des années et des années qui font que, bien entendu, ils ont l'habitude, ils sont à l'aise, je dirais, dans des espaces où il y a du monde qu'ils ne connaissent pas forcément et à qui ils doivent s'adresser, où ils doivent être parfois amenés à improviser, etc. C'est pour dire que si elle se cultive, elle se travaille par petites touches. Je crois qu'on peut commencer par s'exercer dans un environnement où on est peut-être plus confortable, entre guillemets, par rapport aux personnes qui sont là, dont on recevra des retours, des feedbacks bienveillants, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, au fur et à mesure, je dirais, la confiance venant, on peut s'adresser à des auditoires plus importants. On peut, quand on maîtrise les éléments du leadership, en intégrant les membres de l'équipe, donc avoir des retours qui nous confortent dans la décision que l'on prend. Et par conséquent, on comprend que la réussite, elle est collective, tout comme quand on échoue, c'est aussi collectivement et on l'assume comme tel. Donc, je crois que en tout état de cause, le pire, ce serait de ne rien faire. Et je crois qu'il faut d'abord commencer et d'accepter également que l'erreur est pédagogique. Et c'est vrai que là, sur ce plan-là, je trouve que le système aussi dans lequel on évolue
peut-être déterminant. Quand je parle de système-là, je parle de, notamment surtout chez nous autres sur le continent, on parle du francophone et des anglophones et des francophones. Les Anglais sont plutôt peut-être plus promptes en milieu anglo-saxon à privilégier l'assertivité, la confiance en soi, etc. Ça l'est moins peut-être sur la partie francophone, même si ça change beaucoup, hein, parce que on est qui se font et qui amènent, je dirais, le fait que voilà, on prenne davantage confiance dans un peu en soi quand on doit parler en public, etc. Abdoulaye, à vous. Oui. Abdoulaye, je ne vous plus. Monsieur Gay, puis-je intervenir, s'il vous plaît? Oui, bien Oui, sûr. alors, merci déjà pour cette présentation. Alors, juste pour faire suite à votre réponse sur la confiance en soi, selon vous, pensez-vous qu'il y ait une tranche d'âge qu'il faudrait peut-être cibler? Est-ce des enfants? Doit-on cibler des jeunes filles du lycée ou bien un âge bien déterminé pour cultiver cette confiance en soi avec des outils bien précis, espérer faire d'elles de bons leaders, si j'ose dire? Je pense qu'effectivement, tout commence à l'école. On voit bien d'ailleurs dans les cours de récréation, la société africaine traditionnelle est très structurée autour des classes d'âge. Ce sont les classes d'âge qui vont ensemble. Et déjà, il y a déjà je dirais, des tempéraments qui en ressortent. Et on voit déjà souvent des caractères de leader qui en sortent. Mais également, je pense qu'effectivement, au niveau de l'école, c'est pour ça que je parle de l'école, il est important effectivement de créer les conditions d'émergence justement de jeunes femmes qui demain vont être des leaders. Et je vois d'ailleurs qu'une des questions qui vient, c'est la question de quels sont éventuellement les grands carnets. Déjà, c'est d'avoir une bonne connaissance de ce dont on parle dans un domaine précis. Je dirais, l'autorité, c'est d'abord la compétence. C'est toi qui es dans mon équipe, ce que tu fais, je le fais mieux que toi. Mais j'ai autre chose à faire en tant que dirigeant. Donc, je crois que ça, c'est important parce que s'il n'y a pas cette autorité, eh bien, il n'y a pas de légitimité. Et dans ce cas, sur la question, mais pourquoi c'est lui ou c'est elle qui est devant, alors qu'en réalité, elle ne maîtrise pas, ou elle n'est pas compétente, ou n'a pas ceci ou cela. Donc, je crois que ça, c'est en termes de préalable, la question des compétences est importante. Et c'est la raison pour laquelle je vois de plus en plus, à travers, par exemple, on a une école, l'école des, comment ça s'appelle, l'école c'est Maria Meba, je pense, qui est à Gorée. On a des écoles leadership en Afrique du Sud, à Maurice, etc., dans lesquelles, en fait, on a déjà des jeunes filles qui ont, des jeunes filles, des jeunes hommes, là on parle du féminin, qui ont des prédispositions en termes de scolaire déjà, qui les à être des dirigeantes. Et bien entendu, on les met ensemble donc dans des espaces
pour justement encourager l'émergence de ce leadership avec, bien entendu, une préparation à ce que pourrait être demain leur rôle. Donc, je pense qu'effectivement, plus jeune, entre guillemets, cela vient, plus il se développe. Et donc, c'est important de démultiplier les situations, je dirais, les gens sont en situation de leadership. Mais en même temps, ce n'est pas tout. Je vois, par exemple, dans certains pays, pour ces stations dans une grande entreprise publique ou autre, eh bien, il y a un ensemble de qu'il faut suivre, notamment en matière de leadership. Parce que dès que vous avez 2 personnes, 3 personnes à gérer, quelque part vous êtes un leader, même si vous n'êtes pas le directeur général. Et donc, fixer des objectifs, savoir motiver son équipe, savoir évaluer, savoir sanctionner positivement ou négativement. Ce leadership féminin. En répondant à cette deuxième question, vous avez répondu en même temps. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Est-ce que je... Si possible, des femmes, oui, oui, j'entends une voix. Oui, madame, vous pouvez prendre la parole. Oui. Présentez-vous et voilà, c'est bon. Oui, bonjour, je suis Madame Sia Shafak, je suis expert international auprès des Nations Unies. Je suis chez moi parce que à Liongé, c'est là où je suis très commence par très bien plein je voudrais les femmes ont une propension naturelle à être leader. Une femme qui gère son foyer, élève ses enfants, et qui gère des ambitions différentes, avec des caractères différents et qui arrive justement je ne dirais pas à les contrôler, mais à les écouter, à les comprendre et à les accompagner. Ça, c'est un caractère d'un leader. Et là, cette intelligence émotionnelle, cette empathie, cette capacité à tout le monde avec elle, devant elle, et je ne dirais pas décider, mais orienter, je pense que c'est une propension, c'est une femme pour être leader. On a toutes été élevés par des leaders, donc ça, on ne peut pas le nier. La femme africaine, surtout la femme africaine, nos mamans africaines, nos réalités africaines, elles ont, font qu'elles ont un rôle très important en tant que leader qu'elles ont toujours joué. Ça, c'est la deuxième remarque. Troisième remarque, c'est sur notre regard, nous-mêmes en tant qu'Africains, sur la femme, sur le leadership féminin, surtout sur la femme. De mon expérience internationale, je vois qu'il y a eu l'ancienne directrice générale de ITC, de la CNUSED, c'était une Européenne, une Espagnole. Je n'ai pas entendu mes amis européens trouver ça extraordinaire et me dire que c'est la première femme qui occupe dès qu'il y a une africaine, et en l'occurrence, le dernier exemple de la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, c'est une africaine. Et puis là, on entend l'extase de tous les Africains pour dire « Ah, ben c'est la première africaine qui a ce rôle ». Pourquoi on a tendance à sous-estimer la capacité d'une africaine à avoir ce poste, et quand on l'a,
quand elle a ce poste, quand elle accède à ce poste, on prend ça comme une prouesse. C'est comme si cette femme ne pouvait pas, ou bien comme si l'Africaine ne peut pas. On est émerveillé quand c'est une Africaine qui a un poste de haute responsabilité dans la sphère internationale. Et c'est nous, les Africains, qui véhiculons, qui continuons à être extasiés, on exulte quand on a ce cas de figure. Parce que dans perception des choses, c'est un cas de figure, c'est une exception, alors que les Européens, ils ne vont pas réagir de la même façon. Je pense que ça, c'est une autre critique, je dirais, qu'il faut quand même qu'on on veut vraiment rendre normal et rendre fluide l'acceptation du leadership féminin d'autocritique qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes à notre perception des choses, notre estime de nous-mêmes est normale. Parce que si on continue dans cette mentalité ou de cette façon de ordinaire, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas nos propres capacités. Donc, aplanissant les choses, une fois, on n'a pas de travail qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes. Financement, c'est un problème qui n'est pas la problématique de la femme africaine, mais c'est une problématique de l'économie et du secteur privé africain. Donc, il ne faut pas qu'on féminise toutes les problématiques au niveau du continent africain. Donc, il y a une problématique d'accès au financement pour toutes les entreprises au niveau africain. Le taux de bancarisation, il n'est pas aussi élevé que les standards internationaux. C'est une réalité du secteur privé marocain, je suis marocaine, donc j'ai parfois le lapsus. Donc, c'est un problème de financement du secteur privé, que ce soit pour les entreprises, c'est-à-dire féminines ou l'entreprise portée par un jeune homme, je dirais. Et d'ailleurs, j'ai la tendance parfois à rigoler quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, des problèmes. Oui, le woman empowerment, il faut que la femme s'implique dans l'entreprise et dit. Je dis toujours à mes collègues hommes que l'entreprise est une entreprise. C'est féminin déjà. Donc, vous voulez, c'est-à-dire on ne dit pas une entreprise, on dit une entreprise. Donc, c'est une entité juridique qui est féminine. Donc, par essence, il y a un air de féminisation. Donc, c'est juste pour rigoler entre parenthèses. Donc, il ne faut pas qu'on pousse le bouchon dans la féminisation de ou bien problématique à l'occasion de certaines célébrations. Oui, on parle de la Journée internationale de la femme, on va parler de problèmes de banque pour les femmes entrepreneurs. Mais non, c'est un problème de développement du secteur privé. Et ça s'impose. C'est l'alternative maintenant à l'économie traditionnelle, si je peux me permettre de le dire ainsi. L'accès à Internet, la digitalisation, l'innovation, c'est des problématiques aussi auxquelles le continent africain est confronté de manière plus accentuée. Parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect éducation, mais il y a aussi l'aspect infrastructure, la connectivité, l'accès à Internet. Donc, tout ça, c'est des problématiques plus structurelles auxquelles le continent africain est confronté.
de un. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Il nous faut un enabling environment. Enabling environment en termes de stratégie de politique appropriée en place pour favoriser le développement d'un secteur ou d'un autre. L'accès, ayant dit ça, je reviens à la fille et l'accès aux sciences. Je ne suis pas d'accord dans ça parce que je ne peux pas, et ça, je le dis, c'est mon point de vue et je le défends toujours, et je pense que M. Alioune donc, va le confirmer, on ne peut pas imposer à la femme ce qu'elle va faire. Ce n'est pas parce que la femme ne va pas accéder ou bien ne va pas choisir des carrières scientifiques ou des études scientifiques qu'elle ne va pas être un acteur pour le développement de son pays. Je pense qu'on a besoin de spécialisation, certes. On a besoin d'investir dans des domaines dans lesquels on n'est encore pas bien positionné, qui vont nous permettre de créer des valeurs ajoutées pour être compétitifs, pour être au diapason de ce qui se passe au niveau international. Oui, mais ça aussi, ça doit être traité comme problématique générale. La femme a un rôle. Le leadership féminin, pas seulement en termes de fonction ou de spécialité, le leadership féminin, c'est donc pour toute la société. Et je ne réduis pas le leadership féminin à la question de le woman empowerment, le economic woman empowerment. Ça va au-delà parce que le leadership féminin, c'est le rôle que réellement la femme va jouer en termes que mobilisateur, en termes que visionnaire, qui va permettre, si les conditions sine qua non sont réunies en termes de références culturelles, réalité en termes de loi et conditions économiques, va lui permettre de jouer un rôle. Le leadership féminin, par exemple, pourquoi je dis ça? Le leadership féminin, il est bien reconnu quand on a nos hommes politiques qui font des campagnes politiques. Moi, j'ai suivi ça, j'ai joué ça. Un homme politique dans un village, dans un quartier, qui veut faire de la mobilisation des voix pour qu'on vote sur lui, il va dépêcher des femmes. Il va dépêcher des femmes parce que la femme a cette tendance naturelle à avoir des connexions dans le village, à être entendue, à avoir une voix et à mobiliser. Donc, dans nos réalités, quand on veut, on reconnaît le leadership féminin pour des fonctions subalternes de support qui structurent notre vie, que ce soit culturel, que ce soit politique, que ce soit économique. Donc, ce n'est pas seulement le economic woman. Pourquoi? Si l'homme politique reconnaît le rôle de la femme pour mobiliser, et croyez-moi, beaucoup d'hommes politiques a été impliquée de par son rôle d'impact, d'empathie, de mobilisation, de promesses, de discours, de simplicité et de ce qu'elle va partager avec des gens, je ne vois pas pourquoi cette schizophrénie qui fait que on accepte, on reconnaît, on accepte et malgré nous, le leadership féminin, c'est le moteur de nos sociétés africaines. Et je parle en tant qu'africaine, c'est le moteur de nos sociétés africaines, mais qu'on ne veut pas le mettre en œuvre et peut-être l'accepter dans les règles de l'art. Donc, il y a une mentalité chez nous sur laquelle il faut qu'on travaille. Il faut qu'on accepte que la femme africaine, elle peut faire plein de succès et arrêter l'excès
dans l'extase quand on a une Africaine qui occupe un poste au niveau international. C'est comme si elle n'est pas apte, ou c'est comme si elle sort des sentiers battus, ou comme si elle est un extraterrestre. Ça aussi, le deuxième travail qu'il faut qu'on fasse sur nous-mêmes. Et puis, qu'on ne féminise pas trop les problèmes, qu'on considère la femme comme acteur de développement économique. Elle peut être chef d'entreprise, elle peut être médecin, elle peut être tout. Mais qu'on la mette pour qu'elle soit un réel acteur de développement, on n'a pas besoin de mesures spécifiques pour la femme. On a besoin de mesures pour tel ou tel secteur comme un levier de développement économique et qu'on est tous acteurs et qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup, Madame Shafak, pour ce cri du cœur. Franchement. Ah oui. Franchement, on apprécie à sa juste valeur. Moi, je vous rejoins parfaitement. Je vous rejoins parfaitement. Maintenant, bon, les réalités font que je pense que cela, c'est un processus durable dans lequel, bon, pour lequel déjà, je pense que les premiers jalons sont posés, mais sur lequel il faudra que progressivement, qu'on puisse travailler pour conscientiser et faire en sorte que, voilà, de jour en jour, la femme puisse assumer son vrai positionnement de leader et qu'elle puisse prouver et démontrer par A plus B que, voilà, tant que nous mettons les femmes en avant, je risque de me faire taper sur les doigts à la fin, mais bon, tant que nous avons les femmes en avant et au-delà, plus de femmes au-delà de la scène, nos organismes ne peuvent s'en ressentir que renforcés et ne peuvent que prétendre à de meilleures performances. Je vois le grand sourire de mon ami Ali. Absolument. Donc là, on est un peu rattrapé par le temps. Donc, je pense qu'on va prendre peut-être une ou deux dernières questions s'il y a des personnes qui ont envie d'intervenir ou de poser des questions ou de réagir par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Bon, visiblement, ouais. Les auditeurs sont fatigués maintenant. Ok. On est en fin de journée. Ok, à ce moment-là, M. Gueye, je vous repasse la parole pour le mot de la fin. Mais merci beaucoup en tout cas pour l'occasion. Merci en tout cas aussi à Siham pour sa contribution qui est tout à fait pertinente. Je pense que par rapport à l'exemple qu'elle a pris, hein, celui de Ngozi, c'est vrai qu'ailleurs ça fait moins débat, mais je crois qu'un des points, et ça rejoint une des autres interventions dans le chat que j'ai vu, à partir de quel moment la question du leadership doit se poser chez les jeunes filles, chez les petites filles sur le continent, c'est je crois que on a besoin aussi de rôle modèles. Comme on en a moins, c'est vrai que peut-être certaines, on en fait tout un tapage entre guillemets sans que ce soit péjoratif, mais c'est pour également pouvoir inspirer des petites filles partout sur le continent en leur disant voilà, vous voyez, celle-là elle est nigériane, c'est possible, donc toi aussi tu peux le faire. Je crois qu'il y a un peu cette dimension-là qui rentre un peu en ligne de compte. Ailleurs, c'est peut-être plus banal, si je puis dire. Cette transformation s'est déjà peut-être faite un peu avant, donc voilà, on suit le pas. Mais encore une fois, on est en compétition avec personne, chacun avec son propre rythme, son propre modèle. Mais encore une fois, je pense que c'est important de ne pas perdre de vue que nous avons aussi des modèles de leaders sur le continent traditionnellement qu'il nous faut réhabiliter. Parfois, j'ai entendu dans des séances de leadership, quand on demande « toi, c'est qui ton leader, toi, qui t'inspire ?» Les gens vont dire « ma mère ». Sa mère, personne ne la connaît, mais elle l'a inspirée parce que, tout à l'heure, comme ça a été évoqué, effectivement, quand on gère un foyer, on gère une famille, quelque part, on est déjà un chef d'entreprise, on est déjà un leader. Et par conséquent, donc, c'est tout à fait respectable. Donc, il nous faut aujourd'hui, c'est vrai, populariser cela et faire en sorte, libérer en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, libérer un peu ces inhibitions qui font que beaucoup de femmes ont envie de faire plein de choses, mais s'auto-limitent parce qu'elles n'ont pas confiance, parce que l'environnement ne permet pas toujours structurellement d'y accéder. Et je crois que c'est ce mouvement qui s'enclenche et qu'on voit déjà un peu sur le continent qui amènera la transformation que l'on veut tous pour justement surmonter par ailleurs toutes les autres contraintes structurelles que l'on remarque sur le continent.
Donc, en tout cas, merci infiniment à toutes et à tous d'avoir participé à cet échange extrêmement intéressant, en vous souhaitant à nouveau donc une très très bonne journée. Mais encore une fois, sur le continent, nos femmes, nos sœurs, nos mères sont des reines. Et en tout cas, on a bien de la chance de vous avoir à côté de nous pour qu'on réussisse ensemble. Voilà, merci à tous. Très bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion, M. Gay. Donc, je vous réitère à toutes et à tous donc, nos remerciements pour nous avoir donné l'occasion de partager avec vous sur ce thème donc d'actualité qui est le leadership féminin. Je pense que la journée aujourd'hui était une très belle excuse pour pouvoir développer un thème de ce type. Donc, encore une fois, merci. Prenez bien soin de vous et de vos familles. N'oublions pas que le Covid est toujours là. Donc, un petit rappel sur les gestes barrières et les mesures sanitaires relatives à la pandémie. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle thématique. Merci beaucoup, M. Gay. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Peace, bye bye. Bye. Au revoir.